parlé d'esprit d'entreprendre, et puis vous nous avez dirigé vers les liens qui font sens. Alors moi, je vais m'arrêter d'abord à l'esprit d'entreprendre. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'entreprendre? Eh bien, moi, en tant que philosophe, quand j'entends esprit d'entreprendre, je pense à des créateurs. Je pense à des créateurs d'activités, je pense à des créateurs de richesses, des créateurs de services, de biens de consommation, de réseaux, des créateurs de solutions, etc. Mais ça, c'est ce que j'appellerais l'ensemble des finalités de base de l'activité d'entreprendre ou de l'activité entrepreneuriale. Et il me semble que lorsque nous allons du côté des liens et lorsque nous cherchons à aller du côté des liens qui font du sens, eh bien, nous allons nécessairement réfléchir à d'autres finalités, c'est-à-dire des finalités de fond ou des finalités de fond d'écran par rapport auxquelles ces finalités de base que je viens d'indiquer et d'énumérer ne sont peut-être que des moyens. Alors, quand on crée tout cela, on se met au service de quoi? Qu'est-ce qu'on vise finalement? Eh bien, c'est là que je crois qu'il faut s'arrêter dans la réflexion. S'arrêter pour se demander eh bien, ce que nous avons à faire aujourd'hui, où que nous soyons dans l'espace social, que l'on soit un entrepreneur, que l'on travaille dans le secteur privé, que l'on travaille dans le secteur public, que l'on soit un employé, un salarié, un fonctionnaire, à quelle responsabilité, au pluriel, fondamentale, au pluriel, sommes-nous appelés, qui peuvent servir de finalité de fond ou de visée de fond, d'objectif de fond à tout ce que nous faisons, que nous soyons créateurs ou que nous ne soyons pas aussi créateurs que cela. En réalité, nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, appelés les uns et les autres à participer à quelques grandes tâches, à quelques grands défis fondamentaux sur lesquels les uns et les autres nous allons avoir une contribution particulière, une responsabilité particulière. Alors, de quelle finalité fondamentale s'agit-il? De quels défis fondamentaux s'agit-il? C'est là que j'ai posé un diagnostic dans l'un de mes derniers livres que j'ai appelé Les Tisserands, un diagnostic qui concerne précisément les liens. Et plus précisément encore, tous les liens que nous avons à recréer, tous les liens que nous avons à réparer, à réinventer dans une société où ces liens sont en souffrance, en déshérence, ou même rompu. J'ai analysé ce qui est en train d'arriver à nos sociétés contemporaines comme une situation dans laquelle il y a une crise généralisée des liens. Une crise généralisée des liens, et pas de n'importe quel lien, mais des liens, si je reprends le nom même de ma maison d'édition, des liens qui libèrent. Le lien à soi, le lien à l'autre, et le lien à la nature. Quand on parle du lien à la nature, c'est une évidence. Les revendications écologiques, l'urgence écologique nous avertit que le lien à la nature est en très grande souffrance. Mais il n'est pas le seul. Il y a également le lien aux autres qui est en souffrance. Il est en souffrance à travers les inégalités sociales, il est en souffrance à travers les différences les différences économiques, les différences culturelles, les différences de vision du monde, les différences de croyances, etc. Plusieurs sociologues ont analysé cette atomisation, cette dispersion de nos sociétés en petits îlots, en tribus, en communautés qui ont de plus en plus de mal à se rencontrer, à se parler, etc., etc., à vivre en bonne intelligence. Et puis, il y a également la crise du lien à soi, dans des sociétés où, trop souvent, il y a ce que l'on fait et ce que l'on est. Et entre les deux, un divorce et une souffrance parce que ce que l'on fait, le métier dans lequel on est engagé, n'a pas toute la signification qu'on aimerait qu'il ait par rapport à nos aspirations les plus personnelles, ou par rapport à nos talents, je dirais, les plus personnels que ce métier ou cet engagement auquel ce métier ou cet engagement ne donne pas nécessairement l'opportunité de s'exprimer. Bref, si je résume, et il est là le diagnostic, il me semble que nous avons aujourd'hui, sur tel et tel plan, sur le plan du lien à la nature, sur le plan du lien à l'autre, sur le plan du lien à soi, à réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Voilà comment je le dis la plupart du temps, réparer ensemble le tissu déchiré du monde. De là
le titre du livre, les tisserands, et j'ai été très étonné. Alors les tisserands ou les tisserandes, hein, ce sont ceux qui tissent, qui retissent, qui recousent tel ou tel morceau, telle ou telle pièce de ce grand tissu déchiré du monde. Et j'ai été très surpris quand j'ai écrit les livres parce que je me suis dit, et je m'arrêterai peut-être là-dessus pour commencer, je me suis dit, est-il bien raisonnable de choisir comme titre d'un livre qui va sortir là maintenant, ce début de XXIe siècle, un mot comme le mot de tisserand, qui est un mot un petit peu obsolète, un mot qui est un petit peu désuet. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les gens, les lecteurs du livre, se le sont approprié avec énormément d'appétit, de gourmandise et de facilité. Et c'est là que je me suis rendu compte, d'une certaine façon, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais fait mouche, que j'avais vu juste, que je n'avais peut-être pas évidemment dit le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire le fin mot de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la civilisation, dans nos sociétés, mais que j'avais entendu et restitué quelque chose d'important, la question des liens, la nécessité vitale de retrouver nos liens vitaux, la nécessité vitale de retisser nos liens nourriciers. Encore une fois, j'ai insisté là-dessus, il y en a d'autres, le lien à soi, le lien à l'autre et le lien à la nature. Et voilà donc, si vous voulez, sur quel fond d'écran de civilisation, sur quel fond d'écran de société, sur quel fond d'écran politique, j'entends votre esprit d'entreprendre. Et dans l'esprit, je vois avant tout une volonté. Volonté d'entreprendre, ok. Pour quel but? Eh bien, on peut répondre très vite, on peut répondre immédiatement avec les finalités de base qui viennent à l'esprit de tout un chacun, de tout entrepreneur qui se respecte et que j'ai cité au départ, mais je crois que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que derrière, les uns et les autres, entrepreneurs ou pas, nous sommes sollicités aujourd'hui par des urgences fondamentales qui nous attendent, entre autres, et peut-être notamment, du côté de tous nos liens qui pourraient libérer tant d'énergie en les mobilisant. Pour cette introduction, ce plongeon dans le sujet. Bernard, je vous fais un tout petit peu patienter pour voir si nos tisserands locaux, tisserands et tisserandes, c'est ça, hein, au féminin, on a un D et un E, Abdenour? Oui, alors d'abord, m'avez-vous bien entendu? Tisserande, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, non, j'avais un doute. Donc, on a des tisserands et tisserandes avec nous du territoire, de ces liens à soi, à l'autre, à la nature. Comment ça résonne pour vous, c'est cette façon de lire l'esprit d'entreprendre? Frédéric. Moi, je voulais surtout poser une question en fait à l'intervenant, parce qu'on a bien compris cette crise des liens que vous décrivez, mais ne pensez-vous pas que cette période, justement, a renforcé certains de ces liens et même, ça va être amené à perdurer, je pense. Je pense au lien familial, par exemple, parce que les gens se sont retrouvés. Je pense au lien aussi inter-entreprise, hein, parce qu'on a eu des exemples absolument remarquables, et précisément sur nos territoires. Mais je pense aussi à des liens, nous, dans nos organisations. On n'a jamais travaillé aussi, de manière aussi proche entre territoires, et là, je parle sur la région des Pays de la Loire, oui. etc., etc. Donc, ne pensez-vous pas que ça a été un déclencheur, justement, de reconstruction de certains liens? Voilà, donc une question pour Abdenour. Alors, merci madame. Je vous réponds immédiatement. J'ai beaucoup joué au rugby et je vous dirais qu'il nous reste maintenant à convertir l'essai ou à transformer l'essai. Hein. C'est-à-dire que, en réalité, pendant cette crise, on a vu de tout. On a vu ce que vous décrivez, qui peut nous rendre optimistes, parce que, eh bien, comme à chaque fois que l'être humain se trouve dans une situation de crise grave, il est obligé de faire des efforts qu'il ne fait pas d'habitude et de développer une ingéniosité à laquelle il ne fait pas appel d'habitude et de trouver des solutions. Et là, en l'occurrence, il y a eu, en effet, la création, notamment par les réseaux, de tout un ensemble, ou la consolidation, ou le développement de tout un ensemble de nouveaux liens. Moi, comme les autres, je me suis retrouvé à avoir une activité par l'intermédiaire du réseau que je n'avais pas d'habitude, mais deux choses. D'une part, en effet, il y a quelque chose là qui peut nous rendre peut-être un peu optimistes par rapport à ce que j'appellerais un nécessaire choc de conscience. Hein, un choc de conscience au sujet justement de l'importance cruciale
de retisser ou de reconsolider nos liens. Mais, deuxième chose, et c'est pour cela que je dis qu'il s'agit maintenant de transformer l'essai, que va-t-il se passer une fois que, eh bien, nous y sommes d'ailleurs, le déconfinement arrive, le confinement est terminé. Est-ce que c'est ce que nous avons observé en termes de transformation des habitudes et en termes de prise de conscience va perdurer dans le temps? Ou est-ce que nous allons revenir, pardon, je le dis d'une manière peut-être un peu pessimiste, mais à notre paresse ordinaire ou à nos affaires courantes ordinaires? Est-ce que le cours ordinaire de la vie reprenant, eh bien, nous n'allons pas être moins exigeants, moins inventifs, moins ingénieux, justement, et moins dans cette responsabilité que j'évoquais tout à l'heure de retisser nos liens. Donc, et je l'ai écrit d'ailleurs pendant la crise, mon optimisme par rapport à ce qui vient de se passer est un optimisme tempéré. Tempéré parce que j'ai observé des choses très positives, j'en ai observé aussi de très négatives. On sait que beaucoup de liens pendant cette période n'ont pas pu être assurés. Le lien avec les malades, le lien avec les personnes qui étaient en situation de très grand isolement, etc., etc. Donc déjà la période a été contrastée, elle peut rendre à la fois optimiste et en même temps un peu inquiet, et maintenant je crois que nous sommes attendus tous par une grande responsabilité qui est de faire durer ce qui a été initié à ce moment-là. Transformer l'essai, je vais garder cette image-là. Peut-être une réaction, Elisabeth ? Qui bouleverse un petit peu le constat que vous venez de faire. Mais moi, je partage le constat que vous venez de faire. Et je vous remercie parce que on sent bien quand même dans la société dans laquelle on vit que l'homme, aujourd'hui, l'être humain, ne sait plus qui il est, ne sait plus d'où il vient, du coup ne sait plus se positionner et donc ne sait plus où il va aussi. Et il est essentiel, effectivement, je crois que chacun puisse... retrouver ce lien avec lui-même, comme vous l'avez très bien décrit, remettre en place ces liens avec l'autre, et vous disiez avec la nature aussi, alors je dirais aussi avec son histoire, en fait ça revient finalement un peu au même. Et alors certes, les événements récents nous en ont fait prendre conscience, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de durable pour pallier à ces ruptures de liens, si on peut dire rupture. Je propose qu'on ne réponde pas tout de suite, mais qu'on écoute Philippe, qui a le micro en main, sur cette question des liens à soi, à l'autre, à la nature, qui a été justement mise un peu sur le gris, ou en tout cas qui nous a poussés dans nos retranchements dans cette période très particulière. En tout cas, oui, ça résonne différemment avec ce qu'on vient de traverser. Et en ce qui me concerne, ça m'a permis, en tout cas, ça m'a aidé à trouver des nouvelles voies, on va y revenir tout à l'heure, mais des opportunités. En fait, on va le dire, c'était presque une opportunité dans un certain sens, puisqu'on a tous exploré des choses nouvelles, et j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est vrai que c'est une expérience pas banale qu'on vient de vivre. Voilà. Et en attendant que Bernard nous rejoigne, eh bien, on va continuer à échanger avec Frédéric, avec Philippe et Elisabeth, puisque vous représentez trois incarnations du lien et de l'esprit d'entreprendre typique du territoire de la Silicon Vendée. Est-ce qu'on peut revenir sur ces différentes façons d'entreprendre, de créer de l'énergie collective au Puy du Fou, dans tous les événements créés par Mindron Productions ou au cœur du Festival de Poupées, et puis bien sûr dans toutes les entreprises sur ce territoire, vous connaissez bien Frédéric. Alors je ne sais pas qui, par exemple, Philippe a le micro, c'est parti. Je veux bien me lancer. Donc non, mais entreprendre, c'est pas une mince affaire en soi. J'ai envie enfin en ce qui me concerne, Mindron Productions aujourd'hui, de le résumer peut-être en quatre volets. Le premier, pour moi, ça serait l'envie. Alors, j'aimais beaucoup cette chanson du Johnny Hallyday, que j'aime toujours. L'envie d'avoir envie. Je crois que ça démarre déjà par là. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie ? Je dis souvent qu'on ne sera pas longtemps sur cette terre. Donc, de déjà avoir l'envie d'y aller, de faire des choses, de se bouger. Donc, ça me paraît vraiment le fondamental, le plus important dans cette histoire, là, si on veut avancer. L'envie, oser, parce que c'est pas le tout d'avoir envie, mais après c'est d'aller au bout de ses convictions. Penser que si une idée, on la sent bien et si elle germe en soi, en tout cas d'oser aller au bout. Voilà, ça c'est important. Et puis
je dirais après, savoir s'entourer. Donc j'ai cette chance d'avoir souvent, en tout cas au niveau du festival de poupées, aujourd'hui, quand même pas loin de 900 bénévoles, et c'est une chance. Et puis au niveau de ma société de production d'événements aussi, plein de âmes vives là, qui viennent spontanément proposer leurs services parce que les gens ont besoin aussi que les lignes bougent. Ça fait plaisir. Donc savoir s'entourer pour réussir. Et puis enfin, je dirais après, tout donner. Tout donner parce que c'est pas facile, c'est pas une... voilà, entreprendre, c'est le début d'une histoire et après, il faut y aller. Il faut foncer. Je dirais que c'est peut-être le dernier qualificatif, c'est de foncer, voilà. Donc je résumerai ça comme ça. Voilà, avoir une idée, oser, s'entourer, et puis ensuite foncer. Je pense qu'avec ça, quand on met ça bout à bout, il y a moyen de faire des choses sympas. En tout cas, j'y reviendrai aussi, mais je les fais pas souvent dans la facilité parce que aussi, c'est peut-être innover, en tout cas créer, surprendre. Tout ça, on va dire que c'est un vrai métier, mais en tout cas, c'est le métier d'entreprendre. Sinon, on végète, on tourne sur soi-même. Et précisément, si on veut réussir, je pense qu'il y a besoin de tous ces axes-là. Avancer, foncer même. Et je crois qu'on a retrouvé Bernard. Donc on va faire un petit tour. Alors, Bernard, qu'est-ce que ça vous inspire, ces notions de lien? L'esprit d'entreprendre peut-il s'envisager sans lien? Voilà. Alors, c'est assez passionnant de vous entendre et de vous écouter. Moi, ce que je voudrais éclairer, c'est peut-être l'évolution du lien dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, puisqu'il y avait un problème de micro. Est-ce que là, ça passe bien? Ça y est, c'est parfait. Voilà. Voilà. Donc pour moi, au niveau du lien dans l'entreprise, il y a aujourd'hui 2 défis majeurs. C'est la confiance et la responsabilité. Donc, comment arriver là? Traditionnellement, si on remonte, c'est plus facile si on remonte 30 ou 40 ans en arrière. Traditionnellement, le sens du lien en entreprise, c'est au fond d'échanger de la subordination contre de la sécurité. J'accepte d'obéir aux consignes, j'accepte de faire partie du groupe et d'adapter ses valeurs. C'est le lien de subordination tel qu'il est. Le contrat d'emploi est classiquement, juridiquement, un contrat de subordination. Et en échange, j'ai la sécurité qui est à la fois financière, puisque j'ai un emploi à vie, mais qui est beaucoup plus que ça, qui est la sécurité d'avoir une place dans la société, puisque dans la société, c'est au travers de mon métier qui va définir mon statut social que je vais trouver une place. Et donc là, on est, du point de vue sociologique, assez proche finalement des logiques qu'on appelle communautaires, c'est-à-dire tu peux faire partie de la bande si tu respectes les règles de comportement. C'est la vieille chanson, il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Est-ce qu'il aime la bière? C'est pas la question. La question, c'est que on lui demande pas d'aimer ou de pas aimer, on lui demande de faire. Oui. Et au fond, cette logique subordination en échange de la sécurité, elle a été très très fortement remise en cause depuis maintenant une trentaine d'années pour une double raison. Il y a une raison qui tient à l'entreprise, c'est qu'on a tous vu que les entreprises, même les plus fortes, même les plus puissantes, ne peuvent plus offrir cette sécurité, qu'au fond, c'est une fausse promesse. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont suffisamment honnêtes que pour ne plus la faire. Il y a un certain nombre d'entreprises qui la font de façon plus ou moins honnête, et puis il y a des gens ou des entreprises qui pensent la faire sincèrement, mais qui en réalité ne peuvent pas la tenir. On a bien vu à chaque crise, en 2007, ici dans la crise, que même les entreprises les plus puissantes, ou qui paraissent les plus puissantes, peuvent faire la culbute. Donc en fait, quelque part, le salarié ne reçoit plus la contrepartie de sa subordination. Il y a un autre aspect dont je crois il faut se réjouir, c'est que dans l'éducation,
on a mis beaucoup moins l'accent sur la transmission et on a mis beaucoup plus l'accent sur ce qu'on pourrait appeler l'épanouissement ou la réalisation de soi. Aujourd'hui, on peut entrer dans n'importe quel magasin de journaux ou librairie dans une gare en France. Le thème de tous les livres qui sont là, c'est se découvrir, trouver son chemin, trouver sa vocation, être soi-même. Donc on pourrait dire que au fond, on doit réinventer le sens des liens dans l'entreprise en se disant, l'ancien contrat, je t'obéis, tu me donnes une place dans la société, une sécurité financière, ne marche plus. Et la réinvention de ce nouveau contrat, au fond, elle doit tenir compte d'une attente très très forte chez pas mal de gens, c'est je veux être le héros de ma propre vie. Je ne veux plus être simplement l'acolyte d'un autre héros qui serait l'entreprise ou le patron. Je veux être un artiste, je veux créer ma vie, je veux être le héros de ma propre vie. Le problème, c'est que dans les mentalités, nous ne sommes pas prêts. En tous les cas, ce que moi je constate dans mes interventions en entreprise ou dans mes recherches, c'est que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts de deux façons parce que d'abord, l'ancien lien, l'ancien sens subordination versus sécurité fonctionnait bien dans une logique de contrôle. On apprend à tous les jeunes managers dans les écoles de management qu'on ne sait pas gérer ce qu'on ne mesure pas et on ne sait pas contrôler ce qu'on n'a pas mesuré. Mais à partir du moment où vos équipes, vos salariés veulent devenir les héros de leur propre vie, vous n'êtes plus dans une logique de contrôle, vous êtes dans une logique de confiance. Donc comment va-t-on créer de la confiance? Comment va-t-on construire des relations de confiance dans le travail? Particulièrement, on le voit bien quand on fait le tour des régions dans les différents pays, il y a des fortes différences régionales parce qu'il y a des régions qui ont une tradition très forte d'opposition entre le patron et ses salariés, une forte tradition de lutte des classes, et donc construire de la confiance dans ces régions-là, c'est sans doute plus compliqué. On l'a vu au moment du télétravail. D'un côté, il y a des gens, des salariés qui disent c'est formidable, je peux m'organiser comme je veux. Et puis on a vu des entreprises mettre en place des logiciels qui vérifiaient à quelle heure le salarié avait travaillé, combien de temps il avait travaillé. Et du coup, les salariés ont dit mais c'est encore pire que quand je vais au travail. Donc on voit bien qu'on n'est pas prêt sur la confiance. On n'est pas prêt non plus sur la responsabilité parce que au fond, on a encore au fond de notre tête l'idée que être libre, c'est se libérer de l'autorité. Que si je me libère du tyran, du patron, du dictateur, de l'autorité, je vais être libre. Mais le problème, c'est que être libre, c'est surtout prendre ses responsabilités, c'est surtout assumer ses choix. Et que là, on n'est pas tout à fait prêt. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une aventure tout à fait fantastique. Alors je partage comme Abdenour Bidar cette idée que pendant la crise du coronavirus, on a vu le pire et le meilleur, mais au fond, notre grande mission, et je suis d'accord avec lui qu'on a réinventé on a à réinventer les liens de collaboration sur une nouvelle base qui prend en compte la confiance, qui prend en compte la responsabilité, parce que si je demande qu'on me fasse confiance, je dois assumer la responsabilité de cette confiance, et on pourrait dire que ce qui pose principalement problème là-dedans, c'est le développement de la réciprocité. On voit depuis une vingtaine d'années, je pense que beaucoup de dirigeants d'entreprise l'ont aujourd'hui compris, mais c'est autant l'entreprise qui choisit son salarié que le salarié qui choisit son entreprise. Quand en 2000 je faisais des interventions, beaucoup de patrons me disaient mais vous vous rendez compte, on l'a sélectionné, on lui a dit qu'il pouvait venir et il dit qu'il vient pas. C'est quand même incroyable, il devrait nous dire merci. On lui offre un emploi, une place dans la société, il vient pas. Ben non, il vient pas parce que vous ne faites pas partie de son aventure, vous ne faites pas partie de la façon dont il voit son aventure. Alors, comme on est en Vendée, je voudrais juste terminer cette intervention en disant que intervenant dans des régions très, très, très différentes,
il me semble que la Vendée a deux atouts de ce point de vue-là. C'est que d'abord, elle a, alors j'ai toujours très peur du mot identité, donc je préfère le mot racine. Elle a des racines, c'est-à-dire que c'est une région qui existe sur la carte de France, c'est une région qui a des symboles, hein, que ce soit le Puy du Fou, que ce soit d'autres choses, c'est une région, on n'est pas anonyme, on n'est pas sans qualité, on n'est pas sans caractéristiques, et ça, pour être le héros de sa propre histoire, ou pour innover, ou pour entreprendre, à mon sens, c'est plutôt un atout, plutôt que de partir d'une feuille tout à fait blanche. Je pense que le deuxième atout, et la Vendée le partage avec d'autres régions de France, c'est qu'au fond, c'est une région où rien ne s'est fait tout seul, où on a dû beaucoup travailler pour arriver là où on est aujourd'hui. Et que donc, il y a, par rapport à d'autres régions, cette idée que si on veut quelque chose, il faut s'y mettre. Par contre, où je sens régulièrement, alors je ne suis plus venu physiquement en Vendée depuis un certain temps, mais les dernières fois que j'étais venu, où il y a sans doute un énorme défi pour la Vendée, c'est l'altérité. Hein, parce qu'au fond, ce qui est intéressant, si chacun est héros de sa propre histoire, c'est de faire équipe avec des nouveaux venus et pas seulement avec des anciens connus. Hein. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que l'ancienne entreprise, ou l'ancien contrat de travail, était associé à une forte homogénéité sociale. En Belgique, mais je crois que c'était le cas en France aussi, hein, parfois on caractérisait quelqu'un en donnant le nom de son entreprise, un peu comme si je disais c'est un Peugeot, c'est un Renault, parce qu'on était tellement identifié à son entreprise que du coup il y avait une forme d'homogénéité. Aujourd'hui, il faut aller à la rencontre de la différence. Hein. On vit dans un monde de réseau, on vit dans une économie beaucoup plus ouverte, et c'est le fait de faire équipe avec des nouveaux venus, avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui sans doute est un des grands défis de l'entreprise. Hein. C'est d'être capable de collaborer avec l'autre. Et là, je sens bien que culturellement, je ne dis pas que c'est pas possible en Vendée, mais que par rapport à d'autres régions de France, il y a peut-être moins cette tradition de dire on va faire alliance avec d'autres. Abdenour qui lève la main, mais moi aussi je lève la main. Et avant de redonner la parole à Abdenour, je voudrais entendre Frédéric Barthaud forcément sur ces sujets en tant que délégué général du MEDEF. Est-ce que ça résonne, cette idée d'être héros de sa propre vie, la liberté, mais en même temps les racines et puis l'altérité, tout ça, hein, il y a eu beaucoup de choses, alors c'est pas évident de répondre sur tout, mais bon, on va repartir sur juste le point de vue du MEDEF des Pays de la Loire sur l'esprit d'entreprendre. Qui revient à la question que j'avais posée précédemment, sur le lien. Parce que vous parlez donc de ce nouveau contrat qui va changer entre le lien de subordination et la contrepartie qui serait donc la sécurité. Je ne suis pas sûre en fait que... entre autres, les nouvelles générations qui arrivent attendent cette sécurité. Donc je pense qu'on est prêt aujourd'hui à une mobilité, que les entreprises l'ont compris. D'ailleurs, on travaille beaucoup, et sur la Vendée, ça a été un cas. Alors, avant la période Covid, parce qu'on avait des métiers très en tension, des secteurs avec des taux de chômage très faibles, donc sur ce qu'on appelait la marque employeur. Donc c'est vrai, c'est l'attraction en fait de compétences, de jeunes ou autres, mais en tout cas de compétences dans les entreprises sur ces territoires. Donc je pense que ce contrat, il a déjà changé, moi, pour ma part. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, cette génération, en tous les cas, attend une sécurité et donc un emploi à vie dans un même territoire. Voilà, ça c'était donc un peu sous une forme d'une question que je voulais poser. Après, sur les autres sujets... moi, je pensais qu'on avait parlé beaucoup plus de la création d'entreprises. Donc, mais on peut en parler aussi, voilà, puisque l'esprit d'entreprendre recouvre beaucoup d'éléments. Alors là, on est sur un territoire quand même, alors qui a peut-être des dangers, en effet, sur ses réseaux, sur le reste de la France, du monde. Et encore que j'en doute, je pense que les Vendéens sont plutôt ouverts. Mais en tous les cas, on est sur une terre de créateurs. On l'a vu en 2019, il y a eu 70 000 entreprises supplémentaires de créées, avec un taux record en Vendée qui était de plus de 27%, quand en France, on est plutôt à une moyenne de 20%. Et donc, même si on a une chute de, par exemple... On va changer de micro. Il y a des petites interférences, donc je pense qu'on va faire...
Allô ? Voilà, on va opter pour le micro-main. Donc même si on a eu là malheureusement une période un peu difficile en termes de faillite, de défaillance d'entreprise, je crois beaucoup à un rebond et principalement sur des terres ou des territoires en fait tels que la Vendée. On voit des difficultés plus importantes sur d'autres départements qui ont été ou qui sont très mono-industriels, comme par exemple la Sarthe qui est vraiment très attachée à l'automobile. On voit sur le bassin de Saint-Nazaire, sur l'aéronautique, les chantiers navals. La Vendée, elle a cette force d'avoir un territoire avec des entreprises beaucoup plus hétérogènes, avec un tissu de PME, de TI, par exemple dans l'agroalimentaire, qui en plus s'est sorti de cette période. Donc voilà, je pense qu'en matière, l'esprit d'entreprise est là, l'esprit réseau est là, et les Vendéens sont des créateurs. Et ce sont les liens qui favorisent et qui alimentent finalement cet esprit d'entreprendre. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a deux sujets. Il y avait le lien dans l'entreprise et le lien à l'extérieur. Et je pense, moi j'étais chef d'entreprise avant, et en 2008, on n'a pas vécu la même crise que maintenant, mais c'était déjà pas simple en tant que chef d'entreprise. Et on a vu les réseaux, mais se réveiller à une vitesse incroyable. Les présidents de réseaux, je pense au réseau Entreprendre, je pense au CJD, je pense au MEDEF, la CPME et autres, se mettent tous en activité, tous en lien, se distribuer les 06 pour faire intervenir les bons interlocuteurs au bon moment pour sauver les entreprises. Donc voilà, je pense que cet esprit il est vraiment très fort. Le réseau Je suis vendéenne. C'est important de le préciser. Elisabeth est également vendéenne. D'avant. Oui, on va récupérer aussi le micro-main. Voilà, c'est bon là. Oui. En fait, je pensais en vous écoutant qu'ici justement en Vendée, on a les Vendéens ont un tempérament tel que il y a naturellement une confiance mutuelle, alors qui est d'abord peut-être à l'origine entre Vendéens et qu'il faut certainement ouvrir, et qui s'ouvre d'ailleurs. Souvent on dit, je ne sais pas si on le dit encore autant aujourd'hui, mais souvent on dit c'est un peu difficile d'arriver en Vendée parce que quand on est de l'extérieur, il faut du temps pour acquérir la confiance des Vendéens. Certes, par contre, quand elle est acquise, elle dure. Voilà. Alors, entre Vendéens, cette confiance existe déjà et elle se crée avec les gens qui arrivent. Et quand elle est créée, elle dure. Voilà, c'est ma réflexion suite à... Et on va continuer, Elisabeth, pour revenir sur ce que vous faites au quotidien, parce que finalement, vous êtes créatrice ou tisserande de liens avec cette Académie junior du Puy du Fou. On va peut-être rappeler quelle est votre mission pour entretenir toutes les compétences au sein de cet écosystème un peu fou qui est le Puy du Fou. Oui, alors moi je me situe effectivement dans ce débat plus du côté des liens que du côté d'entreprendre, je dirais. Même si les deux sont très liés. Alors, pourquoi des liens ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors moi, ma mission au Puy du Fou, c'est la formation des enfants et des jeunes. Alors, formation d'abord au niveau artistique, puisque les enfants et les jeunes que l'on forme, alors d'abord dans l'Académie junior, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, eh bien, nous les formons sur les différentes disciplines artistiques qui sont utilisées ensuite dans les spectacles du Puy du Fou. L'idée, en fait, elle est née donc, il y a plus de 20 ans, quand les premiers acteurs, les premiers intervenants dans les spectacles avaient déjà presque passé une génération. Ça faisait 20 ans que le Puy du Fou tournait. Et en fait, il y avait ces gens-là avaient quelque chose à transmettre, et puis il y avait une nouvelle génération qui arrivait. Donc l'idée naturellement est née de transmettre tout un savoir-faire, tout un savoir-être aussi à cette jeune génération qui arrivait. Voilà. Donc l'Académie junior est née en 98, accueillant des jeunes Puy-Follet, donc des membres de l'association, qui rêvaient, en voyant leurs aînés en spectacle, qui rêvaient d'être cavaliers, d'être combattants, d'être techniciens aussi. Enfin, c'est pas uniquement les arts de la scène d'ailleurs. Voilà. Et à travers ce rêve, déjà ils avaient une force en eux. C'était dommage de ne pas l'utiliser. Voilà.
Petit à petit, donc, ces académies juniors sont nées, se sont développées. Aujourd'hui, au sein de l'Académie junior, on a presque 800 jeunes qui viennent se former tous les ans dans 30 disciplines artistiques ou techniques différentes. Voilà. Et puis, petit à petit aussi, est née une autre idée, donc, qui a débouché sur la création de l'école. En fait, ces jeunes et ces enfants qu'on recevait en période extrascolaire, donc uniquement le mercredi, le soir, pendant les vacances, on s'est dit, mais ils sont tellement motivés qu'on voudrait pouvoir leur donner plus de temps. Oui, aller plus loin. Voilà. Et donc, d'où l'idée de l'école, c'est-à-dire que avoir une école sur place, c'était aussi leur permettre effectivement de suivre leur cursus scolaire, mais en même temps de poursuivre cette formation artistique qui les passionne. Voilà. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, à travers toutes ces formations, l'idée, c'est quoi? Bien sûr, c'est de leur donner, de leur transmettre un savoir-faire technique, artistique, un savoir-faire dans un domaine particulier. Mais c'est aussi, et surtout, je dirais, leur permettre de découvrir ce qu'ils sont, ce qu'ils ont en eux, les talents qu'ils ont en eux, ce qui les intéresse. Et une fois qu'ils les ont découverts, de les développer pour pouvoir ensuite, évidemment, mettre ces talents au service, alors du Puy du Fou, certes, mais au service, en réalité, de la société et d'entreprendre là où ils ont les talents pour entreprendre. Voilà, donc c'est pour ça que je me situe en amont, finalement, de l'entreprise ou de la création éventuelle des futurs entrepreneurs. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause de questions, mais d'abord, un interlude, c'est comme à la télévision, on va lancer une petite page. Et on se retrouve juste après ça. On se retrouve juste après pour les questions. À tout de suite. À tout de suite. Bon, alors dans les mots de l'ordinateur, forcément que l'adomo aisé, Arantel, le net, l'Arantel, bon ben ça on l'est aisé forcément parce qu'on l'est déjà mis dedans. La toile d'araignée, l'Arantel, joli mot qui devrait être adopté en français d'ailleurs mieux que la toile d'araignée, bien sûr. Le net, l'Arantel. Après, on a forcément d'autres mots qui sont par exemple le back office, bien sûr qu'on est le port d'art. Quand tu vas suspendre l'activité, tu vas jouker, alors te jouques. Et puis tu déjouques quand tu vas relancer l'activité. Et puis tu vas tuer la chandelle, tuer le poste quand tu vas éteindre, forcément. Et après, un lien, on l'a une rotte. Mettre à la poubelle, on l'a au bourrier. Stocker, on le sarré. Et puis un spyware, un logiciel espion, on l'a la boulette. Une petite boulette, une petite fenêtre, vous savez, avant que le voisin te regarde, t'espionne pour savoir ce que tu fais. Allez. Vive la boulette. À ma gauche, voici Jean-Luc. Jean-Luc est un jeune musicien sympathique. Ou un jeune musicien grognon. En tout cas, Jean-Luc est un as de la grosse caisse. Ou un cador du sampleur. Ou alors une brute au clavecin. Ou encore un dieu à la guitare. À ma droite, une planète peuplée de milliards de fans potentiels qui ne savent pas encore que Jean-Luc existe. Comment faire le lien? Comment passer de ça à ça? Et puis, en attendant, notre jeune musicien voudrait bien mettre de ceci dans cela. Devant lui, un tas de portes sont ouvertes. Il peut par exemple aller sonner chez Mégatégral, la fameuse maison de disques, qui est toujours à l'écoute de nouveaux talents. Il peut participer à des radiocrochets, des opérations de promotion, des tremplins pour jeunes auteurs, en espérant être finalement remarqué par une maison de disques. S'il insiste, et puis insiste encore, il finira peut-être par décrocher un contrat avec Mégatégral, qui consentira à lui laisser 10% des recettes de sa musique en échange de l'intégralité de ses droits sur son œuvre passée, présente et future. Alors, je vous entends d'ici, vous allez me dire, les nouvelles technologies. Eh oui, Jean-Luc peut mettre sa musique en ligne sur le web, et avec un peu de chance, si sa musique plaît vraiment aux gens, elle sera téléchargée par des centaines, par des milliers de visiteurs. Le problème est que Jean-Luc a beau être un as à la grosse caisse, un cador du sampleur, une brute au clavecin ou un dieu à la guitare, il appartient à une espèce plutôt vieillotte
qui ne parvient pas à se nourrir de statistiques. Et c'est pour ça qu'il en vient à confectionner des sandwichs pour une chaîne de restauration rapide. Et sinon, il y a Wiseband. Wiseband reverse 91% des recettes aux artistes, leur laisse la propriété totale de leurs œuvres et la maîtrise à 100% des contacts avec leurs fans. De retour ensemble, connectés avec Abdenour Bidar, Bernard Petre en visio et ici au Ludilab à Chambretot, tous ensemble pour poursuivre cette discussion, ces réflexions sur l'esprit d'entreprendre et les liens qui vont avec, la façon de les tisser, l'énergie aussi. D'ailleurs, Philippe, peut-être un mot pour savoir ce que vous mettez derrière ces liens, derrière cet esprit d'entreprendre. On l'a un petit peu dit, entre le festival de poupées, Mindron Productions. L'idée, c'est quoi? C'est d'être toujours un peu décalé. C'est ça le moteur? Tout à l'heure, Elisabeth parlait des missions. Enfin, moi, ma mission, en tout cas, c'est de faire de l'événementiel. Voilà, et plutôt l'événementiel décalé. Voilà, c'est un parti pris que j'ai choisi. Et aujourd'hui, je me suis un peu installé là-dedans. Mais au-delà de ça, je constate que ça marche, en tout cas que les gens en ont besoin, oui. Peut-être profondément même besoin en ce moment, et c'est pas une mince affaire parce que l'idée c'est pas que de les embarquer, c'est qu'eux aussi passent un bon moment, et je pense que les gens aujourd'hui ils ont besoin de lâcher prise, de prendre du recul, de tout simplement vivre leur vie profondément, intensément, et en tout cas on n'est pas nombreux à le faire, en tout cas j'assume ce choix que j'ai fait maintenant, que j'ai décidé d'acter, enfin en tout cas de mettre en œuvre, en place, et j'ai pu le mesurer à travers les Meules Bleus qui sont devenus une petite institution en Vendée maintenant, mais à travers aussi le festival Philippe, de poupées, à travers le festival aussi où finalement les gens là aussi sont dans l'attente. Oui. Voilà, entreprendre c'est aussi ça, c'est d'embarquer les gens, mais d'embarquer à bon escient, en tout cas de faire en sorte qu'ils passent un moment agréable, sympa. Mais juste ce que j'ai envie de dire, c'est que, en tout cas, les gens sont volontaires et volontaristes quand on leur propose. Pas plus tard que le week-end dernier, j'ai en plein confinement, j'ai réfléchi à ce que pourrait être la fête de la musique, alors qu'il n'y en a pas eu pratiquement en Vendée. Et j'ai lancé l'idée de faire un safari musical, un truc qui, à la base, ne ressemble pas à grand-chose, sauf qu'on a embarqué quand même 500-600 personnes. Et que voilà, j'ai reçu des kilomètres de remerciements parce que les gens, voilà, il ne s'agit pas de faire des choses forcément compliquées pour entreprendre, mais simplement de les faire, en tout cas, comme j'ai d'oser et d'aller au bout. Oser, foncer, et puis finalement vibrer. Il y a cette vibrer notion-là, que ce soit au Puy du Fou, dans un safari ou dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a quand même à un moment donné cette idée de créer de l'émotion, créer l'événement, en tout cas qu'il se passe quelque chose, puisque là on est sur le spectacle, mais c'est aussi des choses que vous transmettez, je suppose, au sein de l'académie ou de l'école. Enfin, c'est pas le mot exact, l'école. Oui. Pardon. Puy du Fou Académie. Puy du Fou Académie Junior, Académie Junior, Puy du Fou Académie. Oui, effectivement. Alors là, je pense qu'au Puy du Fou, effectivement, le leitmotiv, c'est quand même l'émotion, c'est clair. Voilà. Moi, je voulais revenir sur autre chose, c'est-à-dire que vraiment, je crois que entreprendre aujourd'hui, en tous les cas, je le vois comme ça, c'est vraiment être, enfin, en tous les cas, créer quelque chose au service de la société dans laquelle on est. Je ne le conçois pas autrement. Quel que soit ce service d'ailleurs, parce que Philippe dit, voilà, le service qu'il rend à la société, c'est aussi de vivre un bon moment, et c'est un vrai service. On a besoin d'avoir des bons moments. Donc quel que soit ce service, mais en tous les cas, entreprendre, c'est répondre. Rendre un service. Ouais, c'est rendre un service, c'est répondre à quelque chose qui est attendu par la société dans laquelle on est. Voilà. Quelle que soit cette attente. Voilà. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est important aussi de le faire comprendre aux jeunes, encore une fois, de leur transmettre en fait ce que c'est le sens de ce mot entreprendre, pour que ensuite eux, ils puissent se demander, mais finalement, moi, en fonction de ce que je suis, quel service je peux rendre à cette société dans laquelle je suis. Cette notion de rendre service. Je vous ai vu acquiescer, Frédéric.
Oui, je crois que c'était le grand sujet déjà depuis quelque temps, hein, même avant la période qu'on vient de vivre. C'est la raison d'être des entreprises. Aujourd'hui, tout y travaille. Et c'est pour ça que je repose ma petite question de tout à l'heure. Plutôt que la notion donc de sécurité, est-ce que la notion plutôt de reconnaissance ou de sens au travail n'est pas dans l'entreprise le lien qu'aujourd'hui souhaite le salarié ? Oui, alors on va la poser à Bernard et à Abdenour, qui sont certainement toujours avec nous, extrêmement vigilants, extrêmement connectés. Messieurs, êtes-vous toujours là? Est-ce qu'on peut revenir sur ce sens avant de prendre les questions de nos internautes par la voix d'Alex? Voilà. Très volontiers. Alors, qui commence? Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez. Voilà. Par exemple, Abdenour, parce que ça commence par un A. Bernard, c'est un B. Voilà. J'étais bien placé avec mon B, mais quand même. Je suis désolée, je n'ai pas le retour. Donc... C'était pas mal. Merci donc, Abdenour. Merci à vous. Alors, je vous écoute parler de la création d'entreprise et je vous écoute parler des jeunes. Et j'ai mon petit mot à dire là-dessus parce que figurez-vous que j'ai enseigné pendant longtemps la philosophie et j'ai notamment enseigné la philosophie avant d'être à l'université en classe préparatoire. Et j'avais beaucoup d'étudiants très brillants qui se destinaient ensuite à des grandes écoles, qui allaient partir à l'ESSEC, qui allaient partir à HEC, qui allaient partir à l'ESCP, etc. Enfin, toutes ces grandes écoles de commerce et puis aussi à Polytechnique, à Centrale, etc., Normal Sup. Bon, et je me suis rendu compte qu'il y avait un changement vraiment de génération extrêmement important. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont effectivement, vous avez raison, madame, non pas à la recherche de la sécurité, mais qui vont être dans la mobilité parce que ils ne font pas de concessions, ils veulent aller vers des métiers, des engagements qui les passionnent, qui les font vibrer, qui leur font vivre ce que vous avez appelé tout à l'heure des émotions. Mais cela ne se passe pas simplement à un niveau émotionnel. Ils ont également très fortement cette question du sens qui vient et plus précisément que cette question du sens, il leur vient tout de suite l'idée à quoi est-ce que je vais servir et à quoi est-ce que je vais faire va servir par rapport aux très grands défis pour l'humanité contemporaine. Est-ce que ce que je vais faire va servir à la planète? Est-ce que ce que je vais faire va servir au progrès de la société dans laquelle je suis? C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux vont vers l'humanitaire, vers l'économie sociale et solidaire, vers les grands défis ou les technologies liées à l'environnement, etc., aux énergies durables, bon, blablabla. Donc, moi, j'observe cela et je crois que le grand défi, déjà pour l'école, mais ensuite pour l'université et ensuite pour tous les milieux ou les lieux de travail dans lesquels ces jeunes vont être, et d'arriver à créer ce que Madame Bousseau a appelé, et moi c'est un terme que je reprends très souvent à mon compte, des écosystèmes de mise en situation de ces exigences qui sont très très fortes chez les nouvelles générations de donner du sens et de permettre leur engagement, leur investissement dans des causes ou dans des idéaux qui ont de la valeur pour elles ou pour eux. Mais tout ça, c'est comme ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire ce qu'a abordé Bernard Petre, la confiance et la responsabilité. Ça ne se décrète pas. Un écosystème qui permet à tout cela de s'épanouir et de s'investir, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et comment est-ce qu'on construit de la confiance? Comment est-ce qu'on construit de la responsabilité? On construit de la confiance d'abord en étant capable de communiquer dans un lieu de travail à chacun des collaborateurs une véritable estime de soi. Il faut qu'il puisse sentir que ce qu'il fait a du sens, on vient de le dire, il faut qu'il puisse sentir qu'il est à sa place, que là où il est, dans les missions qu'on lui a confiées et dont on a discuté avec lui, dont on a défini le périmètre avec lui, au lieu de les imposer d'en haut, eh bien, il y a quelque chose qui va véritablement valoriser ce qu'il est, valoriser ce dont il est capable, valoriser le potentiel et le talent propre, la singularité de ce qu'il porte en lui. Et puis, la deuxième condition dans l'écosystème de création de la confiance, pour moi, elle n'est plus simplement subjective, elle est objective, c'est la question du climat. Quel est le climat qu'on installe dans un lieu de travail? Quel est le climat qu'on installe dans une administration? Quel est le climat qu'on installe dans une entreprise?
pour que j'aie confiance, il faut que je sente que les autres me font confiance, et il faut que moi je puisse leur faire confiance. Donc il faut instaurer, mais ça se construit peu à peu, des relations, si j'étais Aristote, je dirais des relations d'amitié, des relations de justice, des relations de bienveillance. Donc il s'agit de travailler ce que Madame Bousseau appelait tout à l'heure très justement un savoir-être, véritablement. Et puis la responsabilité, le sens de la responsabilité, là aussi, c'est quelque chose de très difficile, ça ne se décrète pas. La responsabilité et la capacité de responsabilité et la capacité de liberté doivent être travaillées dès l'école. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que trop souvent encore, on a une école qui va atrophier ce sens de la liberté et de la responsabilité en imposant beaucoup à l'élève et sans nécessairement, même si les choses changent bien entendu et de manière heureuse, sans lui laisser les espaces dans lesquels il va pouvoir apprendre à faire ses propres choix, à aiguiser son esprit critique, à aiguiser son propre discernement, à co-construire son savoir, à co-construire sa culture, à co-construire son information avec les autres, au lieu d'être réduit à écouter silencieusement le maître. Et c'est la même chose ensuite et là encore, il est question d'un écosystème que l'on élabore ensemble dans l'organisation de l'entreprise. L'élaboration de la décision, l'élaboration de la stratégie. Si les uns et les autres ne se sentent pas associés et ne sont pas effectivement associés, ou sont associés en principe ou dans le discours, mais sans l'être en réalité, ils ne peuvent pas muscler justement cette capacité de confiance et cette capacité de responsabilité qu'on est en train d'évoquer. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, pour moi, très concrètement, ceux que j'appelle les tisserands et les tisserands, ce sont tous ceux qui ont entrepris à grands coups d'intelligence collective, eh bien, de créer là où ils sont les écosystèmes dont nous avons besoin. Merci beaucoup Abdenour. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne maintenant un moment pour écouter les remarques, les questions, les commentaires, les réactions de celles et ceux qui nous écoutent religieusement. Et qui continuent de tomber sur le site siliconvendée.com. Alors, je ne sais pas où est la caméra, juste là, regardez. Hop. J'arrive avec mon ordi et vous voyez, ça tombe juste là. Vous voyez, les questions. Hop. Alors, la première sera pour Philippe, de la part d'Alain. Le thème de cette table ronde étant l'esprit d'entreprendre, des liens qui font sens. Quels sont les liens que vous avez avec tous les bénévoles qui travaillent à vos côtés dans le cadre du Festival vendéen que vous présentez ? Les liens, ils sont forts. Pas très en ce moment, vu le contexte, mais... En tout cas, il y a une très grande proximité, chaleur entre nous, et c'est ce qui fait que l'aventure humaine, maintenant, marche depuis 35 ans, puisqu'on va bientôt fêter notre 35e anniversaire. En fait, ils sont simples, hein, parce que les liens, c'est déjà des liens, je veux dire, d'affection, parce que, humainement avec eux, bien sûr, mais d'affection envers le festival, puisque pour eux, c'est certaines appartenances. C'est aussi leur raison d'être, leur vie pour l'été. On organise ses vacances en fonction du festival. Enfin, autant vous dire qu'on est tous orphelins en ce moment parce que c'est difficile. Donc voilà, ils sont vraiment acteurs. Voilà, c'est viscéral. Et donc voilà. Alors après, les liens, ils sont tout simples. Hein, ça passe par forcément des réunions de travail, de service, mais c'est aussi des pique-niques entre services. C'est des choses simples. Mais en tout cas, c'est une grande fierté de faire partie d'une belle aventure humaine comme ça, et il y en a d'autres à côté de chez nous, à travers le Puy du Fou, mais en tout cas, celle-là, elle est atypique, puisqu'elle est venue de nulle part. En tout cas, on l'a construite ensemble, elle est profondément enracinée, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont fiers de leur festival, voilà, en tout cas les bénévoles, c'est sûr. Et ils portent les couleurs, et je veux dire qu'en tant que président, j'ai pas de peine avec ça, parce que les choses sont simples et sont sincères. En tout cas, je peux dire qu'on a la chance. Voilà, je sais qu'on est écouté assez loin d'avoir une liste d'attente, nous aussi, de bénévoles, et ça fait vraiment plaisir. Et c'est sans doute une marque aussi de confiance, en tout cas de respect du travail qui est fait. En tout cas, vous répondiez à la question d'Alain. Il manque juste le petit gyrophare au-dessus de la tête, Philippe, aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, j'ai pas mon gyrophare, je fais pas de slam pour faire plaisir à François. Parce que je l'ai pas oublié, mais le problème, c'est qu'après, déjà qu'on me taxe de cascadeur d'événements,
Bon, C'est je me plutôt revendique. sympa, Ouais, cascadeur de l'événement. mais ça me plaît plutôt. Hein. Donc je l'avais comme samedi dernier, il est jamais très loin. En tout cas, c'est pas grave si ça me caractérise parce que je l'assume et je suis fier de pouvoir faire bouger les lignes, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, c'est ça qui me plaît, qui m'anime profondément. Donc merci Alain. En tout cas, ça se ressent lorsqu'on met les pieds dans votre festival, Philippe. Question pour Frédéric. Sylvie, 37, qui dit à titre personnel, que vous a apporté cette période de confinement? Qu'en avez-vous tiré au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, des moments passionnants, mais beaucoup de fatigue. J'avoue que là, les vacances seront les bienvenues, puisque dès que le confinement a été déclaré, on a été mis en télétravail, donc avec des visioconférences 24/24, des comptes rendus de réunions, des réunions officielles, des calls, enfin beaucoup de travail sur une première partie pour accompagner les entreprises en fait sur du décryptage en fait des décrets, des ordonnances, des dispositifs d'accompagnement, et puis sur cette séquence qui vient sur une contribution au plan de relance régional pour une fois de plus éviter malheureusement les défaillances qu'on va connaître et surtout l'accompagnement des futurs demandeurs d'emploi. Le but étant de travailler par bassin d'emploi, de regarder en fait quelles seront les compétences nécessaires dans certains secteurs d'activité, parce qu'heureusement il en restera, et quelles seront les compétences donc disponibles malheureusement dans d'autres. Donc voilà, c'est tout le travail qu'on fait au MEDEF avec les MEDEF territoriaux et donc le MEDEF Vendée. Donc une période qui a été compliquée, mais où on a été vraiment super actifs, on a tous travaillé en réseau. Il y aurait plein de choses à dire sur ce moment. C'était très très fort parce que inédit en plus, et on s'est mis en action très rapidement. Puis à titre personnel, écoutez, on parlait des liens familiaux. Moi, j'ai vécu un moment que je ne revivrai plus jamais dans ma vie, c'est-à-dire 2 mois enfermés avec ma fille de 25 ans. C'était pas censé au départ, mais 2 mois merveilleux où on a organisé notre vie toutes les deux. On a beaucoup ri. On a beaucoup joué. C'était mes petits moments de détente parce qu'elle savait que je travaillais énormément à côté. Donc voilà, finalement une expérience très particulière parce que je dirais presque positive. Voilà, je suis contente de ressortir, je suis contente d'être là, de revoir du monde, d'aller à mon bureau, de revoir mes collaborateurs en vrai. Mais voilà. Et puis une petite chose qui revient à mon métier. J'ai eu un président qui m'a accompagnée pendant cette période, Monsieur Toile, un chef d'entreprise avec plus de 3000 collaborateurs, quelqu'un qui connaissait déjà en fait la gestion de crise et qui a été vraiment admirable dans le soutien de l'équipe et puis ses relations en fait avec l'ensemble des réseaux. Et il a initié, et on l'a fait avec les partenaires sociaux, avec la CFDT, on a été une des premières régions ou la 2e de France, une conférence sociale pour justement voir quelle va être... Alors, il y avait le moment, l'instant, la prévention et la sécurité des salariés, mais aussi quel sera l'avenir et dans le dialogue social. Parce que tout va compter sur ce lien-là dans les semaines, les mois, peut-être malheureusement les années à venir. Et c'est un travail qu'on effectue dans plein de domaines pour atténuer donc ces effets de crise sociale et économique, mais aussi sur un sujet qui concerne en fait l'aide aux publics les plus vulnérables. Parce qu'on en a parlé dans cette période, il y a eu quelques belles choses, mais en effet, ça a creusé aussi ces inégalités. Et malheureusement, l'avenir va être de prendre soin justement de ces personnes les plus vulnérables. Et on travaille beaucoup dans le cadre de cette conférence sociale avec la haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté. Donc les entreprises sont présentes. Alors, je veux le dire, tous les partenaires sociaux, organisations syndicales, patronales, et c'est un sujet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Et dans le cadre de ce thème de la conférence sociale, on va porter un sujet que vous connaissez très bien en Vendée, très bien sur cette zone, qui est le sujet en fait du mécénat de compétences, du bénévolat d'entreprise, voilà, qu'on veut accompagner. Il y a une étude qui a été faite par une organisation avec laquelle on est partenaire, qui s'appelle Pro Bono Lab. Donc c'est vraiment de pousser le pro bono sur nos territoires encore plus. Alors pas forcément que vers des loisirs, mais aussi vers des associations d'intérêt général. Là, c'est vraiment un moment fort parce que les entreprises n'auront peut-être pas le moyen d'aller vers du mécénat au sens strict ou du sponsoring, mais le mécénat de compétences, mettre les compétences des salariés au service d'associations ou d'entreprises du secteur social et d'intérêt général, voilà, c'est une des missions à venir.
J'étais longue. Hein. Non, mais on est au cœur de notre sujet, de l'esprit d'entreprendre. Et merci pour cette réponse développée. Et tout ça pour dire qu'il est temps aussi de prendre des vacances et de prendre un petit peu de temps pour vous, Frédéric. Elisabeth, vous êtes avec nous aussi. C'est Clarisse, tenez, qui pose cette question. Cet après-midi, vous représentez le Puy du Fou. Ouf, le parc a réouvert à la plus grande joie de toute la grande famille. Quelle belle réussite. Bravo à toutes vos équipes. En vous regardant à la télévision, je vous trouve habité par votre mission. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis habitée par ma mission? Répondez-lui. Alors, oui, je dirais oui, parce que vraiment, je suis... je reprends une expression qui a été dite tout à l'heure, je me sens pleinement à ma place, parce que ce que je fais me convient parfaitement. Et vraiment, tous les jours, je me lève en étant heureuse de ce que j'aurai à faire dans la journée. Voilà. Et ce que j'ai à faire dans la journée, c'est accompagner des jeunes et les aider à grandir. Voilà. Et alors, on parlait aussi d'émotions tout à l'heure. Moi, ce qui m'émeut le plus, c'est de voir des jeunes découvrir, et on le voit par des petites réflexions qu'ils nous font. Quoi. Un jeune, tout d'un coup, s'ouvrir et nous dire « Ah, et moi, ça y est, je sais ce que je ferai plus tard. » Voilà, tout d'un coup, un jeune ou un enfant à 12-13 ans à l'école, ça nous arrive, et qui jusqu'à présent ne sait pas pourquoi il travaille à l'école, et tout d'un coup, il nous dit « Ah mais ça y est, je sais ce que je ferai plus tard. » Et en fait, tout prend sens pour lui. C'est-à-dire que son travail à l'école prend sens. Voilà. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On rejoint la notion du sens évoquée tout à l'heure. Cécile, si nous avons encore quelques minutes, il y a toujours des questions qui tombent. On a encore quelques minutes avant Bernard, on va se connecter avec vous, Bernard. Toujours là. Oui, fidèle au rendez-vous. Oui. Bernard Sibyl pose cette question. Avec un peu de retard du fait du lien. Voilà. C'est les kilomètres qui nous séparent. Voilà, Bernard Sibyl demande, dit en tout cas, c'est toujours un plaisir d'entendre votre point de vue. Pourriez-vous nous expliquer en quelques lignes ce que vous appelez la génération Harry Potter est aux commandes? Alors, d'abord, je tiens à préciser que la génération Harry Potter est aux commandes. C'est une fiction que j'avais réalisée dans le livre pour l'anniversaire précédent du CERA, où j'avais imaginé que la génération Harry Potter prenait le pouvoir et qu'elle donnait le meilleur d'elle-même pour diriger le monde. La génération qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est la génération qu'on appelle la génération X. Donc au fond, je vais essayer de faire très très bref. C'est une génération dont le point fort est l'efficacité opérationnelle. Donc, c'est la génération du tableau Excel. Ce sont des gens qui calculent extrêmement vite, qui font des plans, qui font des prévisions. On le voit chez la plupart des dirigeants aujourd'hui en Europe. Mais c'est une génération, alors ce serait trop long d'expliquer comment c'est arrivé et pourquoi, mais c'est une génération qui a justement un peu de mal avec le sens à long terme. C'est une génération qui n'est pas excellente pour raconter des histoires, qui n'est pas excellente pour vous embarquer dans une aventure. Calculer le coût de la crise, pas de souci, mais vous décrire vers quel monde on va, ça c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, et donc ça c'est un des grands chocs aujourd'hui dans l'entreprise, c'est que précisément un gars qui a aujourd'hui une vingtaine d'années, mais ou moins de 30 ans, il n'a connu que des crises. En fait, et donc il est plutôt centré sur le présent parce qu'il sait que personne ne maîtrise ce qui se passera demain, et donc il voudrait être sûr que ce qu'il fait là aujourd'hui a du sens. C'est pas forcément le point fort des dirigeants. Peut-être aussi, pour compléter sur le titre, je me disais qu'au fond, en entreprise, il y a les liens qui font du sens. Mais ce que j'aimais beaucoup dans l'intervention de Philippe, que je trouvais vraiment extraordinaire, c'était de dire il y a des liens qui laissent de la place au sens. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des liens qui, quand il parlait du festival, on voit bien que le sens, c'est d'apporter ce festival. Donc le projet, la raison d'être est au cœur des liens. Et que très souvent, par volonté d'efficacité technique, on ne laisse pas de place au sens. Beaucoup de professeurs, par exemple, durant le confinement, quand ils ont commencé à travailler à distance avec leurs élèves,
avaient à côté des cours des temps de discussion tout à fait libres. Et ils disent, mais c'est extraordinaire, j'ai eu des relations avec mes élèves comme je n'en ai jamais. Pourquoi? Parce que dans le temps normal, il faut être efficace, il faut voir la matière, il faut produire. Hein, ça, on est bon, ça, on a appris, on a mis au point toutes sortes d'outils pour ça. Mais au fond, consacrer peut-être une journée par trimestre pour se dire qu'est-ce que je fais à l'école, à quoi ça me sert, où ça me conduit, qu'est-ce qu'on devient quand on est un bon élève, vers quel genre de vie ça mène, ne fût-ce qu'une journée par trimestre, ce serait peut-être pas du luxe, donc d'avoir des liens qui laissent de la place au sens, c'est-à-dire au projet. C'est ce qu'Elisabeth disait tout à l'heure. Au fond, au service de quoi a lieu cet apprentissage? Je vais le mettre au service de quoi? Merci Bernard. Ça fait réagir Abdelnour, qui demandait la parole. Non, pas du tout. J'acquiesçais simplement. Ah, d'accord, ça veut dire j'acquiesce. Je découvre. Je découvre. Merci. Voilà. Je propose qu'on prenne une dernière question. Cécile, je voudrais juste dire que pour la réponse à la question de la personne se trouve dans le livre du CERA et il est un peu complexe à donner par oral, mais donc je suis sûr que Jean-Michel Mousset et toute l'équipe du CERA a encore des exemplaires du livre, donc il suffit de se procurer ce livre qui est très intéressant puisque je ne suis pas le seul à y avoir écrit, on était 35, voilà. Ok, merci pour la précision. On va prendre une dernière question avant d'aborder la conclusion de cette table ronde. Absolument, Alex. Cécile, une question qui vient de la part de Candice pour Frédéric. Désolé, ça tombe sur vous, Frédéric. Hein. Dans cette période anxiogène, j'ai l'impression de faire des sujets de philosophie. Hein. Attention, voici le sujet. Dans cette période anxiogène, quels conseils pourriez-vous me donner pour continuer à croire en la création d'entreprises dans ce que vous appelez la Silicon Vendée? Alors ici, c'est une question qu'on aurait plutôt pu poser, on pourra peut-être la poser à Philippe, parce que j'aurais préféré que ce soit David Soulard qui y réponde. Parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure dans la conférence précédente des qualités, des atouts du territoire vendéen et de son esprit entrepreneurial. On n'a pas parlé des éventuels handicaps et comment on les surmonte. Donc c'est une question que j'aurais aimé lui poser. Oui. Donc j'ai pas de réponse pour cette région en particulier, si ce n'est que elle est très agréable à vivre, le taux d'ensoleillement y est très bon, la mer n'est pas très loin, donc voilà, ça, je peux lui dire ça. Et puis sur le côté anxiogène. Non, il faut y aller, il faut foncer. Enfin, oui, Philippe l'a dit, il faut avoir l'audace, des idées, il faut cette liberté d'entreprendre, c'est fantastique. J'ai vécu la semaine dernière, de manière virtuelle, la remise des prix d'une association avec laquelle on est partenaire qui s'appelle Entreprises pour apprendre, qui sont donc des jeunes de collège et de lycée qui créent des entreprises, des mini-entreprises. C'est fantastique, cette envie de faire. Donc surtout, pas de crainte, il faut y aller. Il y a des échecs, on le sait. Il faut rebondir. Là, la crise va montrer que des entreprises risquent de disparaître, mais elles vont se recréer. Le taux de création a déjà repris là depuis la fin. Donc voilà, moi je peux lui dire. Frédéric, regardez, c'est juste là. Vous regardez la caméra en face et vous vous adressez à elle directement. Candice, let's go. Non, Candice, faut y aller, foncer. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons le temps de faire un dernier petit tour d'horizon. Ce que je vous propose, c'est que chacune termine, c'est la tradition, hein, on l'a inventé aujourd'hui, avec un mot, un message sur cette thématique, ou pas d'ailleurs, ce avec quoi vous avez envie de terminer ce moment que nous venons de partager, de vivre ensemble. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de liens, on a parlé d'entreprise, d'esprit d'entreprendre. Avec quoi vous avez envie de terminer, messieurs? Allez, Bernard avec un B qui va commencer là, pour changer. Allez, Bernard avec un B. Alors, moi, je voudrais terminer sur l'idée suivante, c'est que entreprendre, c'est faire autrement plutôt que faire plus. Et je pense que si les Silicon Valley a un rôle clé à jouer, c'est que dans le monde de l'information, on doit faire autrement. Et je voudrais vous donner deux tout petits exemples. Premier exemple, c'est une pratique d'un entraîneur de baseball américain qui a gagné le championnat. Quand on lui demande son truc, il dit « Je n'ai qu'un truc, je mets mon équipe en cercle et je leur demande « Que voyez-vous qui m'échappe ?»
Voyez, donc je recommande toujours aux managers, aux professeurs, aux responsables d'associations, réunissez de temps en temps votre équipe et demandez-leur simplement qu'est-ce qu'ils voient que vous ne voyez pas. Ça ne coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait gagner énormément de temps et d'argent. Un autre petit exemple de faire autrement, alors c'est dans le monde de l'école, donc j'ai contribué à la fondation d'une école à Bruxelles, et c'est une école laboratoire. L'idée c'est de dire, on va faire tout ce qui est possible en restant dans le cadre légal. Et un des petits décalages qu'on a imaginé, qui ne coûte rien, qui ne demande pas de refinancement de l'école, c'est simplement que au moment du bulletin, quand le professeur reçoit les parents, c'est pas le professeur qui présente le bulletin aux parents, c'est l'enfant qui présente son bulletin aux parents. Et pour bien présenter son bulletin aux parents, il a un petit coaching de la part de son professeur. Et le simple fait que c'est l'enfant qui présente le bulletin aux parents, vous voyez, ça change tout, ça coûte rien. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le rôle de la Silicon Valley, c'est précisément d'être un vivier pour toutes ces idées qui vont nous aider à faire complètement autrement, sans nécessairement avoir besoin d'énormes ressources financières, parce que je crois que les ressources financières, on en aura besoin pour la solidarité, qui je crois est un élément clé et est vraiment une constituante de notre civilisation européenne. On n'abandonne pas ceux qui sont dans le pétrin. Voilà. C'est super, j'aurais dû préciser. Alors j'avais dit un mot ou deux. Bon, alors on va essayer de faire un peu plus court. Ça doit être l'influence. Donc je ne vais pas imposer un mot, mais quand même juste une petite idée pour que tout le monde ait le temps de passer et qu'on tienne nos horaires précis. Abdenour, pour terminer. Ouais, 3 petits points extrêmement rapides. Comme Bernard, on n'abandonne pas ceux qui sont dans le pétrin. Ça me paraît important, crucial. 2, faire fonctionner notre imagination créatrice pour ce qu'on a appelé pendant le confinement le monde d'après. À quoi est-ce qu'il va ressembler le monde d'après ? J'ai écrit là-dessus un petit article dans le HuffPost pendant le confinement qui a eu plus de 200 000 vues. Allez voir peut-être aussi avec les tisserands et dans cet article comment j'apporte ma petite pierre à l'imagination créatrice du monde d'après. Et puis troisièmement, et je termine là-dessus, comment est-ce qu'on va construire des lieux à l'école, dans l'entreprise, partout où l'on vit ensemble, des lieux où l'on va pouvoir grandir tout au long de sa vie. Merci beaucoup, bravo pour l'esprit de synthèse. On reste dans la même énergie, s'il vous plaît, pour terminer avec vous, Elisabeth. Je conclurai comme ça. Je crois que pour qu'un jeune aujourd'hui trouve sa juste place, sa bonne place dans la société, eh bien, il faut encore une fois qu'il sache qui il est, d'où il vient, mais qui il est, voilà, et en même temps qu'il apprenne à oser. Voilà. Et donc, je reprendrai une citation de Jean Yeul, qui est un grand écrivain vendéen, quand même, qui nous dit eh bien, la tradition, c'est le pied-mère, voilà, c'est qui je suis, d'où je viens, et le progrès, c'est le greffon. Bah oui, pour donner de beaux fruits, il faut à la fois un pied-mère et à la fois le greffon. Voilà. Et donc, pour qu'un jeune aujourd'hui puisse devenir pleinement ce qu'il a à devenir, ce qu'il est en devenir, eh bien, il faut aussi qu'il ait les deux. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Philippe, on termine avec quoi ? Ben moi, je voudrais dire que la plupart des idées farfelues que je peux avoir ou que j'ai pu avoir, je pense à la première, en faisant référence au Grand Prix de la Meule Bleue, à l'occasion des 14 ans de ma société. Voilà, l'idée, c'était de faire un événement insolite. Et puis, on avait dit, les 14 ans, c'est l'insouciance, c'est l'adolescence. Et puis, il y a un salarié qui me dit, mais c'est aussi l'âge de la mobilette. C'est comme ça qu'est né. Sauf que lui, à ce moment-là, il ne pense pas qu'il y a moyen de faire quelque chose derrière. Tout ça pour dire que souvent, les idées que j'ai pu développer, elles ne sont pas de moi. J'ai peut-être cette chance de pouvoir les prendre, les faire rebondir au passage et les faire fructifier. Mais ce que j'ai envie de dire à travers ça, c'est que si vous avez une idée, voilà, allez au bout. Voilà, il n'y a pas l'impossible, c'est pas possible. Enfin, le possible. L'impossible, oui. Hein, voilà. L'impossible, je vais y arriver. L'impossible, nul n'est tenu. Non, on peut dire l'impossible, ça. L'impossible n'est pas français. Bon, il y en a plein. Voilà. Hein, non, mais c'est une autre façon de dire que voilà. Et il faut aller au bout de ses rêves, il faut aller au bout de ses actions. En tout cas, tout ça pour dire que quand vous avez une idée, allez-y. Et puis, il y a toutes les chances que ça marche. Et c'est ça la vraie, pour moi, notion d'entreprendre.
Merci beaucoup Philippe. On termine avec vous Frédéric. Un petit mot, ce sur quoi vous avez envie de terminer cet échange. Un des sujets qu'on porte au MEDEF Pays de la Loire, surtout dans cette période, c'est Pays de la Loire, un territoire de solidarité. Donc ça parle et ça fait écho à ce que vos intervenants ont dit. Puis pour Monsieur Bizarre, je vais finir par un sujet, enfin un esprit plutôt optimiste. Je crois, et je suis pas du tout rugbyman, mais qu'on va réussir à transformer l'essai. Voilà. Eh ben, on va terminer sur cet essai transformé. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, vos témoignages et ce moment qu'on a vécu ensemble avec des réflexions et de la profondeur et de l'épaisseur. Merci beaucoup, Alex, et merci aux internautes qui étaient avec nous. Merci Abdenour, merci Bernard. Bonne fin de journée. Vous pouvez rester avec nous parce que la suite, c'est une réflexion sur l'après. Ça tombe bien, après 2020, vers un nouveau paradigme. On continue, on est à fond là. Donc merci et rendez-vous dans quelques instants puisque à 17h30, c'est reparti pour un tour. Merci beaucoup, à tout à l'heure.